La moitié des espèces d'oiseaux sont en déclin à travers le monde. Une espèce sur 8 est menacée d'extinction. Alain Bougrain-Dubourg n'a pas attendu ce dernier rapport de l'ONU pour agir. Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux est notre invité. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Je signale votre dictionnaire amoureux des oiseaux. C'est aux éditions Plomb. Avant de vous donner la parole, voyons comment les Français s'engagent pour les oiseaux. Et semble-t-il, vous nous le direz de plus en plus, depuis 10 ans, les derniers week-ends de janvier et du mois de mai, à votre initiative d'ailleurs, les Français sont invités à compter les oiseaux qui se trouvent dans les jardins publics ou même parfois sur leur balcon pour établir un état des lieux de la population des oiseaux. Reportage dans le sud de la France, à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Didier Brignot et Alexandre répondent. Et là, il y avait la bergeronnette qui s'est envolée en criant. À l'affût du chant des oiseaux, Jonathan Corjon sillonne les jardins et les parcs. Sa mission, recenser les espèces. Là, on a la citelle torche au pot. J'ai tout tweet. Il y a une mésange bleue qui alterne. Sur le terrain, cet amoureux de la nature note les effets du dérèglement climatique sur les oiseaux et la baisse continue du nombre d'insectes, leur alimentation. Il y a quelques espèces d'oiseaux qui trouvent refuge en ville, puisque les milieux dans lesquels elles peuvent vivre à l'état sauvage sont un peu dégradés. Ça peut être des oiseaux forestiers qui voient leur habitat souvent malmené et qui, au final, ont tendance à se rapprocher un peu plus des milieux urbains, des jardins, des parcs arborés. Et puis, comme ça, on a une idée. Ce week-end, chaque citoyen est invité à compter pendant 1 heure les oiseaux dans son jardin, dans un parc. C'est le comptage d'hiver. Le but, ça va être de mettre, par exemple, hop, j'ai ma petite fiche, et puis j'ai aperçu dans mon jardin 2 mésanges bleues. Je vais marquer un petit 2 ici à côté. C'est une bonne chose, oui, ça permet de voir un petit peu les oiseaux, comment ils évoluent, et puis s'ils restent dans la région, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a moins de mésanges en ce moment par rapport aux années d'avant. Ces données chiffrées sont indispensables à la Ligue de protection pour les oiseaux. Pourquoi les oiseaux diminuent? C'est une sorte de bioindicateur. Ça nous permet de savoir que la nature va mal et qu'il y a une raison à ça. Comment on y remédie ensuite? La population d'oiseaux communs continue de se dégrader avec une baisse de 41% observée. Voilà, on le rappelle pour celles et ceux intéressés, prochain rendez-vous donc le dernier week-end du mois de mai, ça approche en France et d'ailleurs peut-être pas seulement pour celles et ceux qui nous regardent dans leur pays respectif. Pourquoi est-ce que vous avez lancé cette initiative il y a 10 ans? Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter? C'est un état des lieux. Il faut savoir que l'oiseau est l'indicateur de l'état de la biodiversité dans son ensemble. Quand ces populations sont en nombre, ça signifie que tout le cortège des petits mammifères, des batraciens, des insectes et autres s'épanouit. En revanche, quand les populations disparaissent, c'est la biodiversité qui s'estompe. Donc c'est très, très important. Et alors, pourquoi 2 comptages? Parce qu'en hiver, on a une population particulière et au printemps, on a la population, j'ai envie de dire, française. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en hiver, vous avez tous les migrateurs qui viennent se réfugier chez nous, de Sibérie, des pays de l'Est, etc. Bon, parce qu'il fait meilleur chez nous. Et là, il n'y a pas de frontières. Bien. Et donc, voilà. Et donc, souvent, on a plus d'oiseaux en hiver qu'au printemps où il y a nos populations indigènes, ceux qui sont remontés d'Afrique pour venir nidifier chez nous, comme les hirondelles, etc. Alors, au moins 30% des populations d'oiseaux, je parle sous votre contrôle, en France, ont disparu en 30 ans. C'est énorme. 30% en 30 ans. À cause de quoi? Essentiellement, les 30% sur les territoires agricoles. Et c'est là où les comptages sont très, très intéressants parce qu'ils nous éclairent sur les raisons du déclin. Et en fait, c'est l'uniformité des cultures, c'est le cortège chimique, incontestablement. Les engrais. En France, comme ailleurs, les pesticides, on a vu un déclin des insectes de près de 70%. C'est colossal. Or, les oiseaux se nourrissent pour alimenter leurs petits de chenilles, etc. Et à partir du moment où elles ne sont plus là, eh ben, il y a une perte, une mortalité. J'ajoute plus largement, on en parle très très peu, qu'il y a la grippe aviaire qui a frappé le monde. Et je parle de la grippe aviaire touchant la faune sauvage, l'avifaune sauvage. Ça existait déjà, mais là c'est très violent. En Grèce, par exemple, il y a eu des milliers de
D'oiseaux. pélicans. De pélicans. En Écosse également, des fous-de-bassans par milliers, chez nous également, même des vautours qui sont morts. En région parisienne, des laridés, des goélands, des mouettes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cette C'est pandémie terrible, rien. Ouais. Mais Elle revient parfois comme ça, de manière cyclique. c'est la première fois que ça touche la faune sauvage. Et très honnêtement... Pourquoi d'ailleurs c'est la promiscuité entre les élevages et... Oui, incontestablement. Les oiseaux, certains oiseaux vont dans les élevages, et les élevages, notamment concentrationnaires, favorisent ce virus, et par conséquent, c'est un billard, quoi. Il se renvoie la balle, et ça devient très problématique. Est-ce que c'est réversible ou est-ce que c'est irréversible, cette diminution des populations d'oiseaux en France et dans le monde? Alors, il y a aussi le changement climatique qui pose problème, mais qui arrange certains oiseaux. Juste un mot. Ouais. Vous prenez la cigogne blanche, par exemple. Eh bien, les jeunes qui vont naître l'année, en été, qui vont grandir en été, ils vont partir en migration. 75% d'entre eux vont mourir pendant la migration par les tempêtes, par les obstacles, par la chasse, par des... Bon. La deuxième année, c'est 50% des survivants. Donc la migration est redoutable. Or, on constate que maintenant, avec le réchauffement, vous avez des cigognes qui restent à la maison, en Charente-Maritime notamment, puis sur le pourtour méditerranéen. Donc ils n'ont pas cette migration extrêmement périlleuse et on a des populations qui s'épanouissent. Ils renaissent. Et puis il y en a d'autres, au contraire, ça pose problème, parce qu'il y a un décalage entre la naissance des insectes dont ils se nourrissent et quand ils reviennent d'Afrique, les insectes se sont épanouis un peu trop tôt par rapport à leurs besoins. Donc réversible ou pas? Je dis que oui. Si on est tous passionnés de nature, de biodiversité, de respect du vivant, on peut y arriver. On va limiter, l'Europe le souhaite, les pesticides, ça va être très utile. Peu à peu, on diversifie l'agriculture. Et puis, chacun d'entre nous, quand il nourrit les oiseaux dans son jardin, il participe à leur sauvegarde, parce qu'il y a une grande mortalité pendant l'hiver. Ouais. Et donc, c'est bien, il faut mettre des nichoirs. Mais qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger? On leur donne quoi? On leur donne des graines. Alors là, vous allez sur le site de la LPO. C'est bien expliqué. Ah ouais, vous avez tout ce qu'il faut. Non, surtout pas. Voilà, ça, parce que le pain aux pigeons, il y en a encore qui en donnent beaucoup. Donc les principales menaces, on les a quelque peu esquissées. Oh, il y a une bonne nouvelle aussi, dit-on en Bretagne, les jeunes oies bernaches. Les bernaches cravants ouais. Alors là, je ne suis pas un spécialiste. Non, il y a les bernaches du Canada, parce qu'il y a plusieurs... Aujourd'hui, il y a un problème plutôt avec les bernaches du Canada, que moi j'aime beaucoup. Ce sont des oiseaux de décoration, on va dire, qui ont été importés, et on dit qu'elles posent problème, ces bernaches. Elles sont invasives. Oui, invasives. Alors, l'arrivée du printemps apporte avec elle, vous l'avez dit, son lot d'oiseaux migrateurs, si tout se passe bien, comme vous l'avez dit, puisqu'effectivement le réchauffement climatique. Tiens, juste une petite digression sur votre dictionnaire amoureux. L'hirondelle fait-elle vraiment le printemps? Eh bien, c'est l'œuf et la poule, votre question. Quand elle revient, oui, en principe, elle revient à une période assez fixe. En général, le martinet, fin avril, il est beaucoup plus fidèle dans ses dates de retour. Mais l'hirondelle, elle va commencer à revenir. Là, dans quelques jours, on va dire dans 15 jours, on va voir les premières remontées d'hirondelles. Le problème, c'est qu'elles sont en déclin de 40% pratiquement, parce que certaines espèces, comme l'hirondelle rustique, va nidifier dans des granges. Or, on a tout fermé, les granges. Autrefois, elles étaient ouvertes parce qu'il y avait les animaux, le bétail et ça. Maintenant, on a ménagé tout ça. Et les autres, elles font leur nid dehors, et souvent les gens trouvent que c'est sale, le casse qui est interdit du reste. Donc là, on fait une grande campagne pour qu'on respecte davantage les hirondelles. Je vais vous raconter une anecdote, ça va vous plaire, je pense. Figurez-vous, on ne sait pas pourquoi, que les hirondelles qui naissent en France vont passer l'hiver en Afrique francophone. D'accord. L'Afrique de l'Ouest. Pour TV5 Monde, il fallait la raconter, cette anecdote. Alors que les hirondelles... Dans quelle partie d'Afrique francophone, l'Ouest, voilà, le Bénin, le Sénégal. Ouais. Alors que les hirondelles qui naissent en Angleterre vont en Afrique anglophone, c'est-à-dire Afrique du Sud et Afrique australe, où on parle anglais.
elles font donc un voyage beaucoup plus long. On n'a aucune explication rationnelle et scientifique, mais c'est comme ça. Mais c'est un fait. Notre rapport aux oiseaux a-t-il changé avec la pandémie de Covid-19, selon vous? Incontestablement, parce que le silence s'est imposé et on a écouté le chant des oiseaux. On a dit parfois, la nature a repris ses droits. Moi, j'aime pas trop l'expression. J'aime la cohabitation entre l'homme et la nature. Ouais. Et en fait, l'homme a laissé un espace vide. Et les oiseaux, comme d'autres, les renards, même les chevreuils, ont occupé l'espace et puis ont été assez curieux pour rentrer dans les villes et les villages. Mais vous, le défenseur des oiseaux, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, d'un sommet comme celui qui s'ouvre ce soir à Libreville, au Congo, en présence du président français Emmanuel Macron? On parle du deuxième poumon de la planète, après l'Amazonie, en Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, c'est toujours une prise de conscience. Au Gabon, hein. Je vais vous dire, moi j'ai le cuir un peu tanné à mon âge. J'ai été au premier sommet de la Terre à Rio en 92 et j'ai tellement vu de promesses que je finis par être un peu déçu. Mais chaque fois qu'on peut se réunir pour prendre l'état de santé de la planète dont nous dépendons, en envisageant des mesures de résilience, je me réjouis. C'est vrai que la forêt est une priorité actuellement, mais la grande barrière verte dont on a parlé depuis le Sénégal jusqu'à Djibouti, qui consistait à replanter, a été, me semble-t-il, mal pensée. C'est-à-dire qu'on a voulu planter des arbres comme ça, on n'a même pas de quoi les arroser. Ouais. Il faut renaturer avec les végétations indigènes, le faire petit à petit et avoir une belle idée qui pourrait être mise en œuvre de cette manière. Alors on sait que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, on se souvient de votre face-à-face, vos face-à-face courageux, d'ailleurs face aux chasseurs qui sont entrés un peu dans l'histoire de la défense des animaux en France. Vous avez dit récemment, l'océan se rougit du sang des dauphins et Emmanuel Macron regarde ailleurs. Les mots sont directs, ils ne sont pas tendres. Que reprochez-vous au président français en la matière? Je l'ai vu en tête-à-tête très longuement. Il était intéressé par les questions biodiversité. On est resté 1h30 à évoquer différents problèmes. J'ai parlé des dauphins. J'en ai parlé également à Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique. J'en ai parlé à Bérengère Couillard, qui est en charge de la biodiversité. J'en ai parlé au secrétaire d'État. Vous parlez de quoi? De ce que vous voyez sur les côtes françaises? Du fait que la pêche actuelle conduit... On a trouvé 400 dauphins, cadavres de dauphins, depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. C'est une hécatombe. Ça signifie qu'à terme, on va avoir à nouveau 10 000 dauphins qui vont être pris dans les filets. Vous vous inscrivez en faux quand on entend dire un phénomène qui intrigue les scientifiques? Non, pas du tout. Les scientifiques sont formels. Ouais. C'est pas un échouage ou un suicide comme on entend collectif. Pas du tout. Ils sont pris dans les filets, ils agonisent pendant 30 minutes parce que ça respire un dauphin, ils s'asphyxient. C'est inqualifiable et on a été donc devant l'indifférence qui s'apparente au mépris du président de la République et de l'exécutif en général. On a été avec d'autres associations comme France Nature Environnement devant les tribunaux. Le Conseil d'État vient de se prononcer et ce que j'avais demandé au président de Macron, c'est le Conseil d'État qui l'impose. C'est-à-dire on arrête la pêche? On va suspendre la pêche. Malheureusement, ça pourrait être pour l'année prochaine. Ça se passe en ce moment. Alors, il s'agit des dauphins communs et la pêche, c'est essentiellement le bar, le merlu et c'est en face de la Charente-Maritime, de la Vendée qu'on trouve le plus grand nombre de dauphins. C'est dans le golfe de Gascogne avec différents types de pêche. Je vous le développe pas, j'ai le temps? Non. Alors, vous avez par exemple ce qu'on appelle la pêche au bœuf. C'est 2 chalutiers qui tirent une énorme poche et ça va si vite que quand les dauphins rentrent dans la poche pour se taper du poisson, évidemment, mais ils ne peuvent pas en ressortir. Vous avez des fileyeurs qui mettent des filets verticaux et puis qui viennent les rechercher, sauf que ça dérive un peu. Les dauphins arrivent pour prendre les poissons, se font piéger. C'est vraiment insupportable. Et les scientifiques nous disent que toutes les mesures qui ont été prises, des caméras embarquées, des pingers, c'est-à-dire des répulsifs pour dauphins et tout, sont insuffisantes. Il faut maintenant, évidemment, indemniser les pêcheurs et suspendre la pêche. Et agir, vous l'avez dit, et le Conseil d'État vous a donné raison. Merci beaucoup Alain Maugrain-Dubourg. Je rappelle le dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.